s'il vous plaît. Chut, ici, on bienvenue. Bienvenue à Yopougon. Yopougon, camp militaire. Et oui, bienvenue dans la cité de l'insalubrité, de la puanteur, la cité de la maladie et du je m'en fous. Bien sûr, ici, on s'en fout des eaux usées. On s'en fout de cette eau de couleur verdâtre, sale et puante. Cette eau fétide, visible ici sur cette voie, porte d'entrée du quartier. Regardez ces eaux usées qui dégagent une odeur nauséabonde et désagréable. Des eaux polluées, remplies de déchets. En tout cas, pour ceux qui ont toujours su et cru que l'eau est incolore et inodore, eh bien, vous êtes servis. Cette eau a bel et bien une couleur autonome d'Abidjan. Yopougon la belle, Yopougon la coquette, une eau dangereuse, une tueuse silencieuse. Il y a du poison ici. Alors bonjour, je suis encore là pour parler donc de mon sujet de prédilection qui est l'assainissement, le drainage concernant bien sûr la Côte d'Ivoire et surtout la ville d'Abidjan. Et là, nous venons de voir une vidéo dans laquelle le commentateur donc, indexe les populations. Et nous sommes dans la commune de Yopougon, précisément dans le camp militaire, le quartier appelé camp militaire. Et ce que nous voyons justement, ce sont des effluents donc, de réseaux d'eau usée qui remontent à la surface. Pourquoi? Parce que le réseau est bouché quelque part. Pourquoi? Parce que le réseau, certainement, c'est un vieux réseau d'assainissement. Nous savons que ce sont des conduites enterrées. Et ces conduites enterrées sont reliées donc aux ménages qui déversent leurs eaux, que ce soit les eaux vannes, les eaux usées de cuisine et les eaux de toilette. Donc, ces canaux transportent donc cette eau-là dans un réseau enterré, puisque normalement, l'eau usée, donc ces gens d'eau-là, ont une odeur désagréable. Donc, ils sont transportés par des canaux enterrés. Dans un réseau d'assainissement qui fonctionne normalement, nous avons plusieurs éléments. L'eau donc est collectée au niveau des ménages, l'eau usée. L'eau est transférée normalement dans ce qu'on appelle des stations de traitement, de pré-traitement. Parce que l'eau usée, on ne peut pas jeter l'eau usée, déverser directement dans la nature, puisque la capacité d'auto-épuration de la nature ne peut pas suffire pour épurer ces genres d'eau usée-là. Il faut forcément donc, des stations de traitement, de pré-traitement. Une station de pré-traitement permet de réduire la charge toxique de cette eau-là et de permettre donc de le jeter dans la nature, puisque cette eau qui est rejetée dans la nature, qui a suivi, qui est passée par une station de pré-traitement, cette eau-là, donc, la nature est capable de, on va dire, de le traiter, de l'épurer. Voyez-vous? Mais on ne peut pas rejeter l'eau usée directement dans la lagune, on va dire, puisque, voilà, donc ce n'est pas possible. La commune de Yopougon était l'une des communes qui disposait d'un système de réseau assez correct, bien structuré. Dans les anciens temps, on va dire, dans les années 80, au fur et à mesure de l'occupation de cette commune-là, ce réseau a été délaissé. Il n'a pas suivi l'évolution de cette commune-là. Et donc, les résultats, nous les voyons ici. Même si c'était un réseau, voilà la situation. Donc, c'est un réseau qui ne respecte plus les normes. Et 2, c'est un réseau donc, qui est insuffisant puisqu'il n'a pas suivi l'évolution des populations, l'augmentation de la population dans cette commune. Et donc, la situation qui nous présente aujourd'hui est que, donc, le commentateur, si vous voulez regarder la vidéo, allez sur le net, vous pouvez regarder la vidéo en entièreté. Le commentateur accuse la population. Ce n'est pas la population qui est responsable de cette situation. La population est victime d'une situation qui ne dépend pas d'elle. C'est l'État qui doit donc s'occuper du réseau d'assainissement. Voyez-vous? C'est un réseau séparatif, on va dire. Il y a le réseau d'eau pluviale et il y a le réseau d'eau usée qui sont séparés. Parce que le réseau d'eau usée, lui, normalement, dans un système bien conçu, doit aboutir donc dans des stations de traitement. Ou même aussi, en fonction du relief, il y a des stations de relevage. Parce que souvent, l'eau ne peut pas s'écouler de manière gravitaire dans la mesure où la station de traitement n'est pas souvent construite dans le même bassin versant. Donc, il va falloir, par exemple, aller contre la pente. Il faut donc une pompe pour pomper cette eau-là, pour l'emmener donc à la station de pré-traitement. Et donc, il faut une station donc, de relevage. Voilà un réseau bien fourni. Alors donc, ce que nous allons dire par la suite, en Côte d'Ivoire,
l'État donc s'occupe du réseau d'assainissement, de tout le système là. Et l'État donc a confié l'entretien de ce réseau à la SODECI, par le biais de ce qu'on appelle un contrat d'affermage. Et donc c'est la SODECI qui doit d'abord entretenir ce réseau-là. Et s'il y a donc, si on doit par exemple étendre ce réseau, construire, étendre ce que je suis en train de dire à tous les autres quartiers, quels qu'ils soient, toutes les promotions immobilières qui ont été construites, ces quartiers, souvent, deviennent des quartiers précaires parce que justement, certaines normes ne sont pas respectées. J'y reviendrai pour ceci. Alors, donc, je vais continuer. Alors, ceci dit, nous allons parler de notre dernière vidéo concernant donc, le problème d'inondation au niveau du quartier Star, je pense, 9, et au niveau du bassin d'orage qui se situe entre les quartiers d'Aupuy et Versant. Voilà. Donc, nous avions expliqué. Alors, nous avons fait une modélisation qui expliquait pourquoi ces zones étaient inondées. Et puis, voilà, nous avons proposé de faire un canal enterré, dimensionné en fonction du débit de crue dont nous avons parlé, et qui pourrait donc évacuer l'eau en temps réel pour ne pas que l'eau s'accumule donc dans cette zone-là. Et donc, pour essayer donc de visualiser cela, nous avons procédé à faire des canaux, un canal, bien sûr, à ciel ouvert, puisque c'est dans le but juste d'expliquer donc ces genres de manipulations et les travaux qui pourraient être faits. Ce sont des manipulations uniquement à but d'explication, puisque les données ne sont pas des données qui ont les précisions qu'il faut, mais c'est juste pour expliquer un peu le phénomène et donner une idée de ce qui pourrait être fait. Donc, nous avons donc procédé à tracer donc des sortes de canaux pour essayer de voir si nous lançons la simulation, est-ce qu'il y aura inondation ou pas. Et donc c'est ce que nous avons fait. L'idée, c'est de permettre à ce que l'eau soit évacuée en temps réel et que l'eau ne s'accumule pas là. Maintenant, nous avons donc bien sûr fait quelques aménagements. Les canaux que nous avons fait, bien sûr, ce sont des canaux, nous avons exagéré les dimensions. Donc nous avons fait des canaux là. Nous avons aussi surcreusé, donc nous avons puré le bassin, l'ouvrage donc de écriture de crue. Nous l'avons donc surcreusé afin d'observer un peu ce qui pourrait se passer. Nous avons donc créé des canaux avec les pentes qu'il faut afin que l'eau, au lieu de s'accumuler au niveau donc de là où ça s'accumulait, puisse être automatiquement évacuée. Et nous allons observer donc ce qui pourrait se passer. Et cette simulation, donc, nous allons la lancer pour que nous voyons exactement ce qui peut se passer. Donc, non, ce n'est pas ça, ça c'est l'ancienne modélisation. Voilà, c'est cette modélisation-là que nous avons fait. Donc, nous allons lancer la simulation. Alors, première observation, si nous mettons la carte là, nous voyons ici, première observation, il n'y a plus d'inondation au niveau donc de cette zone-là où il y avait des inondations préalablement. Nous allons donc, voilà, il n'y a plus d'inondation à ce niveau. Donc, pour cette nouvelle simulation, lorsque nous avons donc essayé de faire des canaux de manière grossière, bien sûr, mais nous voulons donc donner une idée de ce qui pourrait se passer. Il n'y a pas d'inondation. C'est déjà quelque chose de bon. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment penser donc, à faire un dimensionnement d'un canal qui pourrait évacuer. Maintenant, essayons de voir comment fonctionne le barrage écrêteur de crue. Nous regardons, c'est vrai que nous avons surcreusé le fond, mais on va dire malheureusement, on va observer le phénomène qui a lieu. On voit un peu comment ça se passe. L'onde de crue s'étend, ça contient un peu les inondations, mais bizarrement là, nous avons donc ici, au niveau de la digue du barrage écrêteur, nous avons donc une surverse de l'eau. Ça veut dire que la quantité d'eau qui entre là, le débit qui entre, donc pour cet événement exceptionnel, bien sûr, nous avons fait avec une pluie, un événement pluvieux exceptionnel. Alors, nous voyons donc que le barrage, malgré donc, le surcreusement, malgré donc, le curage de la retenue du barrage écrêteur de crue, il ne peut pas contenir toute l'eau qui, cette fois-ci, sera donc canalisée dans son fond, dans la mesure où nous voyons donc une surverse. Donc, on a réglé un problème en aval, mais en amont plutôt, ici, le problème de l'inondation, mais en aval, nous avons
un autre problème, le barrage écouteur ne peut pas contenir toute cette écrue. Bien sûr, ce sont des données qui ont des précisions un peu, pas de grandes précisions, et avec certains éléments aussi que nous avons pris juste pour expliquer le phénomène. Nous voyons déjà le phénomène, nous voyons comment orienter donc la solution. C'est juste pour visualiser. Bien sûr, les études vont se faire avec des éléments plus fiables. Nous montrons un peu comment les choses peuvent se passer et nous donnons une idée de ce que c'est que l'hydraulique et que chacun puisse avoir une vue de ce qui se passe. Donc, nous observons donc que, d'abord, une ville donc, doit, l'évolution d'une ville, la construction d'une ville, l'urbanisation, donc doit obéir à des règles, c'est vrai, des règles d'urbanisme, des règles donc, de construction. Lorsqu'on construit, bien sûr, on doit obéir à certaines règles, même à la géotechnique. Il faut obéir, puisqu'il faut construire sur un sol qui a une bonne portance, ainsi de suite. Il faut aussi et surtout construire en tenant compte des règles, n'est-ce pas, aussi hydrauliques. Voyez-vous, les normes en matière d'assainissement, en matière de drainage. Et donc, c'est très important. Une ville doit tenir compte de cela. Et donc, les disciplines, les spécialités qui doivent intervenir lors de la conception d'une ville. Et l'unité de conception de cette ville-là, c'est ce qu'on appelle les lotissements. Donc, lors de la conception des lotissements, bien sûr, il faut que toutes ces spécialités, surtout l'hydraulicien, interviennent pour concevoir les villes, n'est-ce pas? Nous y reviendrons. Merci.